merci beaucoup à la Société des Amis du Musée de l'Homme pour son invitation. Donc, nos collègues ont été excusés et on voulait simplement, donc on s'est partagé le travail avec Claudine. On a, comme vous voyez, mis 4 thèmes à l'écran qui sont des thèmes qui sont repris et tirés du livre, des discussions qui sont dans ce livre qui est sur un format un petit peu particulier, dans le sens où c'est Sylvestre Huette, journaliste scientifique, qui nous avait réunis dans la collection qu'il dirige, la collection 360 aux éditions La Ville Brûle, et il nous a réunis tous les 4 avec un plan qui était déjà assez alimenté, un plan de livre. Et en fait, il nous a demandé de venir en parler. Donc, il a distribué les rôles à chacun. Chacun devait faire une introduction sur les grandes thématiques. Et ensuite, on s'est réunis à Paris. On a discuté tous les 4 et tous les 5 avec Sylvestre. Les discussions ont été enregistrées. La maison d'éditeur a retranscrit le texte. Et ensuite, on a retravaillé chacun à l'écrit, échangé par mail pour arriver au résultat qui est dans ce livre et qui est donc une discussion, la retranscription de notre discussion écrite. Voilà pour le format du livre. Du coup, on a un petit problème de technique, donc vous allez me voir faire des signes parce qu'on aurait dû avoir le PowerPoint ici et donc voir notre PowerPoint et le changer nous-mêmes, mais en fait, ça ne passait pas. Donc du coup, il va falloir que je fasse des signes pour faire passer les diapos. Donc sur le premier, on avait décidé au départ de vous parler. Claudie, tu voulais dire un mot pour introductif, peut-être? Bien, bonjour à tous, je suis ravie d'être là dans ce nouveau lieu. J'ai parlé il y a 10 ans aussi dans la salle Jean Rouch sur les Néandertaliens, mais évidemment là on est dans un espace complètement neuf et magnifique. Et donc je suis très contente de vous parler de ce livre que nous avons fait à 4, et je dois dire que c'était un grand plaisir de participer à cette œuvre commune. Et en fait, il me semble qu'il est nécessaire de façon répétée, depuis les débuts de l'histoire de la paléoanthropologie, de faire des bilans. Et il y a eu des traités, par exemple Les Hommes fossiles de Marcelin Boule, qui a été publié en 1921 et puis qui a été réédité de nombreuses fois jusque dans les années 40 et même au-delà. Et il y a donc comme ça des moments où il faut faire une sorte de somme de ce que l'on sait et puis des directions de recherche. Et là, il m'a semblé que ce que Nicolas appelait la philosophie du livre, ou en tout cas son style, sa manière d'être, était très intéressante au regard de ce qu'est la paléoanthropologie et la préhistoire aujourd'hui, dans la mesure où, pour faire le bilan de ces découvertes, c'est plus un seul chercheur qui peut le faire, mais plusieurs. Les questions qui concernent l'origine et l'évolution humaine sont des questions fortement interdisciplinaires qui mobilisent des paléoanthropologues, des préhistoriens, des généticiens, des gens qui sont spécialistes des techniques d'imagerie. Enfin, il y a toutes sortes des biologistes. Et donc, il est tout à fait important de pouvoir apporter cette interdisciplinarité dans le regard. Et il me semble que ce livre vise justement à mobiliser plusieurs façons de voir. Et nous nous sommes réunis, comme disait Nicolas. Nous avons discuté, et puis nous avons même discuté ensuite par écrit sur ce que nous avions dit. Et il me semble qu'il y a là une démarche qui peut intéresser aujourd'hui, dans la mesure où elle n'est pas fermée. Nous n'avions pas l'intention d'apporter des conclusions définitives, parce que la question de l'origine humaine et de l'évolution humaine, c'est une très très vaste question qui ne sera pas résolue ni aujourd'hui, ni dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, d'ouvrir donc la réflexion sur les découvertes, les méthodes, les approches, et aussi une réflexion critique, parce qu'il ne suffit pas évidemment de recueillir des faits, d'émettre des théories, mais il faut aussi avoir une certaine discipline critique pour pouvoir examiner les enjeux, les problèmes qui se posent lorsqu'on énonce ce genre de thèse. Voilà. Donc, c'est un livre qui essaye de faire un bilan, mais un bilan collectif d'une discipline complexe et devenue très largement interdisciplinaire. Voilà. Donc maintenant, je laisse la parole à Nicolas, qui va nous parler d'un premier aspect donc, de ce livre qui concerne la définition de l'homme. Merci. Donc on s'est partagé en 4 et on s'est donné à chacun 10 minutes à peu près. Donc j'ai mis le temps.
Et on s'était dit que pour rester dans le principe discussion, qu'à l'issue de chaque 10 minutes, le collègue, donc Claudine en ce qui me concerne, et puis moi quand Claudine parlera, pouvait intervenir, poser des questions, ou la salle le fera après. On voit, tu veux le remettre à zéro, voilà, comme ça. Voilà. Donc voilà, un premier aspect des discussions a concerné effectivement le propre de l'homme. C'est sûr que là, pour ma part, comme le disait Claudine, c'est un travail pluridisciplinaire. Et sur cette question-là, en tout cas, les deux collègues, José Braga et Bruno Moreil, auraient été fort utiles parce qu'eux deux sont paléo-anthropologues et donc vraiment spécialistes de l'évolution humaine sur ses aspects anatomiques, biologiques. Tandis que moi, je suis préhistorien et au départ spécialiste des silex taillés. Donc, bien évidemment, si je travaille avec des paléoanthropologues, je ne le suis pas moi-même et je n'ai pas leur degré de précision et de vue d'ensemble, on va dire, sur le sujet. Simplement, c'est un sujet qu'on avait discuté, si on peut mettre la suivante. Simplement, un tout petit point. Donc, effectivement, il y a beaucoup de caractères qui ont été énoncés comme propres de l'homme. On situe en gros les origines de la lignée. Pour remonter aux origines de la lignée humaine, il faut au moins considérer 7 millions, à peu près 7 millions d'épaisseurs temporelles. Il faut aller bien au-delà des premiers outils pour considérer le phénomène humain et ses origines. Et parmi les caractères qui ont été cités comme dans les discussions sur le propre de l'homme, on en a mis un certain nombre ici, on pourrait en rajouter, Claudine en rajoutera je crois après. Donc la bipédie, si on peut faire passer, effectivement la bipédie, mais qui n'est pas spécifique de l'homme, hein, et certains primates, les chimpanzés avec d'autres contraintes biomécaniques peuvent également être bipèdes, donc on n'est pas dans une spécificité, même si on a développé des formes tout à fait particulières. Le niveau encéphalique et le volume crânien et notamment le volume du cerveau. On peut passer la suivante. Le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que c'est vrai que si vous voyez sur cette dia qu'on a un niveau de dimorphisme sexuel au niveau en tout cas de ce qui est ici du crâne qui est très faible, voire absent. On peut pas déterminer le sexe d'un individu, hormis sur certains aspects de son anatomie. C'est une question qui est compliquée pour les paléoanthropologues, et c'est quelque chose qui nous marque en tout cas. L'outil, donc ça on peut s'y attarder un peu plus. L'outil a effectivement été sur les caractères dits culturels, hein, et non pas strictement sur l'anatomie des homininés, a été dit comme effectivement un critère spécifique pendant longtemps. Et les datations n'ont cessé de reculer l'apparition de l'outil. Jusqu'à il y a peu, on était autour de 2,5 millions d'années pour les premiers outillages taillés en pierre sur les rives du lac Turkana, hein, des découvertes qui avaient été faites notamment par une équipe franco-américaine, mais dirigée par une Française qui s'appelle Hélène Roche, qui avait donc trouvé un ensemble assez riche de pierres taillées qui montrait que là, on n'avait pas simplement un coup porté, mais on avait, à partir d'un bloc, à 2,4 millions, les gens étaient capables de détacher des éclats, de détacher des tranchants par séries successives. Ils ont pu les remonter les différents éclats sortis d'un bloc, et sur ce site-là, on pouvait avoir des séries de 40 éclats, donc vraiment des processus récurrents, il y a plus de 2,5 millions d'années, pour sortir de blocs de matière première, des éclats et donc du tranchant utilisable. Aujourd'hui, la même équipe, qui a été reprise par une collègue du CNRS qui maintenant travaille aux États-Unis, qui s'appelle Sonia Armand, vient de sortir donc, il y a peu de temps dans la revue Nature, un autre ensemble de pierres taillées d'un autre site, l'Omekwi, et là on est à 3,3 millions d'années. Alors c'est moins compliqué comme technologie que ce qu'on avait à 2,4 millions, c'est-à-dire que il y a moins, on va dire, j'ai l'impression, hein, je n'ai pas vu les industries, mais il y a moins de récurrence et il y a moins d'actions techniques sur un même bloc que ce qu'il y avait dans les découvertes de 2,4 millions. Après, ce que ça amène à penser, c'est sur la question de l'adéquation entre un critère qui est fabriquer des outils, fabriquer au sens pas simplement utiliser un produit de la matière première à des fins techniques. Beaucoup d'animaux utilisent des pierres, des galets pour casser des noix, des bâtons pour sortir des termites d'une termitière, peuvent même casser les noix avec un galet, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas vu de taille raisonnée au sens un projet et une suite d'actions raisonnées sur la matière pour arriver au projet. Là, la question que posent ces outils, elle était déjà posée à 2,4 millions, c'est qui est l'auteur de ces outillages? Parce que pour l'instant, on n'a pas de réponse. Quand on était à 2,4 millions, on était déjà
à la limite, et on était un peu peut-être trop vieux même, pour être assuré qu'on soit dans des individus classifiés dans le genre Homo, dont nous sommes sûrs, dont on pense que ce sont nos ancêtres directs. À 3,3 millions, on est à peu près, pour l'instant en tout cas, on est bien avant, hein, plusieurs centaines de milliers, presque 1 million d'années avant le genre Homo. Et là, à ce moment-là, on a des paranthropes ou des australopithèques, mais en tout cas pas de genre Homo. Alors peut-être qu'une de ces familles, paranthropes ou australopithèques, est vraisemblablement a donné naissance au genre Homo. On ne peut pas vous dire, en tout cas moi je suis bien incapable de vous dire laquelle. Mais la question que ça pose, en tout cas, c'est que entre ce qu'on définit comme le genre humain au niveau anatomique et le moment où on dit on a des individus avec tel et tel et tel caractère qui définissent, à partir de là, on définit le genre humain et on va ranger ça dans le genre Homo. Et ces outillages-là, faits par des auteurs inconnus, et on est bien avant l'émergence, en tout cas, de l'anatomie permettant de classifier des individus dans le genre Homo. Donc ça, c'est une première information qui était déjà pressentie, hein, qui est discutée depuis très longtemps sur la question: les australopithèques sont-ils les premiers artisans de la pierre taillée? Ben là, on n'a pas de réponse à donner, mais on est bien avant, donc je le répète, l'émergence du genre Homo. On peut passer à la dia d'après. Un autre caractère qui est peut-être moins communément discuté, j'ai remis ça, c'est Bruno Morey qui m'avait donné cette dia pour une conf, je ne sais plus où, donc du coup je la remets, et du coup ça permet que Bruno soit un petit peu là. C'est un caractère assez singulier, on va dire, de notre famille humaine. On a un temps de maturation aujourd'hui, en tout cas, et qui est très très lent par rapport à ce qui se passe chez les autres primates. Et ce temps de maturation lente, hein, que ce soit au niveau psycho et au niveau moteur, fait qu'on est baigné en permanence, enfin on est baigné pendant longtemps dans une évolution physique et dans une évolution des formes d'apprentissage. Les formes d'apprentissage, elles ne nous quittent pas, on les continue toute notre vie. Mais il est proposé par certains travaux qui mixent de l'anatomie, de la psychologie, des travaux sur l'évolution du cerveau, etc., que ce temps de maturation lente qu'ont les humains peut avoir été un élément pour emmagasiner davantage d'informations, pour que la transmission se fasse de façon plus efficace que chez d'autres primates, et pourrait expliquer notre encéphalisation importante et notre singularité aujourd'hui dans le règne animal. Donc voilà, c'est un critère qui est, c'est un ensemble en fait de critères qui peut expliquer notre singularité peu à peu, qui s'est faite peu à peu pendant l'évolution au cours du temps. La dia suivante. Une autre de nos... Bon, ça, c'est une dia un peu générique, hein, mais bon, bien sûr, une autre de nos facultés ou singularités, c'est la culture, et notamment, je le relierais plutôt à la culture cumulative, c'est-à-dire que on a aussi des formes de culture. Il y a beaucoup de travaux des éthologues, hein, depuis 20-30 ans à la fois sur les capacités techniques des animaux et aussi sur leur forme d'expression, sur leur forme langagière, leur faculté à communiquer et leur faculté à faire culture. La nôtre, elle est très cumulative, c'est-à-dire que on peut imaginer que peut-être des chimpanzés avaient les mêmes gestes techniques il y a 3 millions d'années que ceux qu'ils ont aujourd'hui, si l'homme n'était pas intervenu. La nôtre, elle est cumulative dans le sens où à chaque fois, on emmagasine et puis on avance avec le bagage emmagasiné qu'on garde en stock et qu'on garde en mémoire. Alors pendant la préhistoire, cette mémoire, elle a dû se perdre à certains moments. On a vraisemblablement des moments quand il n'y avait pas suffisamment de démographie où le stock d'informations se perdait et il fallait le retrouver et il fallait recréer. Aujourd'hui et depuis plusieurs milliers d'années, il y a une cumulation de l'information et une faculté à accumuler nos connaissances qui est elle aussi tout à fait singulière dans la vie, dans ce qu'on connaît, dans les espèces vivantes dans le monde. Une dernière, je crois, sur ce thème. Oui, et une autre de nos facultés, alors là, elle est plutôt propre à l'homme moderne, hein, et après, on pourrait discuter à partir de quand ça a réellement existé. C'est en tout cas notre formidable capacité à investir tous les écosystèmes et à y produire du peuplement pérenne, et que ce soit dans des milieux secs, humides, en altitude, avec toutes les contraintes qu'on peut dégager. On a peuplé tous ces écosystèmes de façon très performante, peut-être trop performante pour l'image d'en bas.
la suivante, je ne sais plus si il y en a encore une. Non, ensuite on va... Voilà, non, 9,43. Donc voilà, c'était quelques aspects de ce qui peut être le propre de l'homme, et puis sûrement Claudine va rajouter quelque chose. Oui, alors je voulais dire que la question même du propre de l'homme, bon, je l'ai posée comme ça à Nicolas, mais il me semble aussi qu'elle-même mérite réflexion. Et dans ce qu'a raconté Nicolas, il me semble qu'il y a justement des éléments qui nous permettent de réfléchir. On a souvent voulu penser cette question comme une sorte de rupture absolue. Il y avait un seuil à partir duquel on pouvait définir ce qui était de l'ordre de l'humanité et ce qui n'était pas de l'ordre de l'humanité. Et donc il y avait comme une sorte de sceau, presque de sceau ontologique, qui définissait l'être extraordinaire que nous sommes. Et puis, quand on voit les différents paramètres que tu as étudiés, on s'aperçoit que la bipédie, elle existe chez le grand singe, mais pas de façon permanente, que l'outil, on ne sait pas trop si c'est les australopithèques qui les ont fait ou les homos, mais en tout cas, on en trouve aussi, et les éthologues ont fait un grand travail là-dessus, on en trouve aussi chez des primates qui ne sont pas humains. Enfin, il y a toutes sortes de paramètres, même cette mémoire, ce développement social, on peut éventuellement en trouver quelques traces aussi dans le règne animal. Et donc, il y a l'idée qu'aujourd'hui, on ne cherche plus à établir une sorte de rupture absolue, ou en tout cas de rupture qui marquerait une sorte d'exception humaine dans le monde de la vie. Alors, il y a bien sûr des critères biologiques par lesquels on définit un être humain ou un être appartenant à la lignée humaine ou à la famille humaine. La bipédie en est un, par exemple. Et c'est vrai que quand on trouve un fossile marquant une bipédie permanente, comme Toumaï, on le classe parmi donc la famille humaine. Mais par exemple, l'outil, c'est quelque chose encore, qui reste aujourd'hui complexe à penser. Et pendant longtemps, d'ailleurs, on a défini Homo habilis, donc le premier représentant du genre Homo, comme l'homme habile. C'était la première fois qu'on mettait un critère culturel accroché à un critère biologique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a d'autres homininés qui sont habiles. Et donc, ça a été une rupture assez difficile de penser que d'autres représentants de la famille humaine, qui ne sont pas des homos, peuvent faire des outils. Et depuis très très longtemps, depuis Kant, de toute la tradition philosophique, l'homme se définit comme celui qui a une technique, qui est capable de façonner et d'avoir l'intelligence et l'intention pour façonner les outils. Maintenant, on est obligé de penser les choses un peu différemment et d'inscrire l'homme dans l'animalité dont il vient. Voilà. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire, j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais je voulais justement, pour parler de cela, puisque je vais maintenant parler un petit peu de l'évolution et de la manière dont nous la comprenons, je vous ai préparé une image qui n'est évidemment pas à prendre au premier degré. Personne aujourd'hui ne pense l'évolution humaine de cette façon. Et vous voyez un peu, c'est un schéma extrêmement stéréotypé qu'on trouve dans des textes très 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 vulgarisés ou même publicitaires, etc. Mais qui ne rend pas compte du tout de la manière dont on pense l'évolution aujourd'hui. Alors vous voyez un premier Homo habilis justement avec ses bananes. Bon, il a quelque chose dans la main, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Ensuite, Homo erectus qui se tient un peu plus droit. Et vous voyez qu'il y a un progrès qui est ici marqué, entre celui qui est encore très voûté, presque quadrupède, presque un gorille ou un chimpanzé, l'autre un peu plus droit, qui d'ailleurs perd un peu de sa pilosité, qui a le feu, qui a inventé le feu. Et puis, donc, un homo, alors on ne sait pas très bien ce que c'est. Est-ce que c'est un néandertalien avec on dit homo sapiens, mais ça pourrait être un néandertalien avec une lance, et puis un visage un petit peu, oui, ça a l'air d'être un néandertalien, avec une face un petit peu en museau, comme ça. Et puis, enfin, l'homo sapiens habillé,
avec un outil tout à fait performant. Et vous voyez qu'il y a là une double évolution qui est signalée, enfin qui est suggérée par ce fameux dessin, hein, une évolution donc physique, hein, redressement, crâne de plus en plus bombé, perte de la pilosité, etc. Usage de la main beaucoup plus fin, et puis l'évolution technique, donc depuis les premières approches des premiers galets aménagés d'Homo habilis jusqu'à la maîtrise du feu, d'outils de plus en plus performants, et même la double intention, celle de non seulement de fabriquer un outil, mais de fabriquer un outil pour fabriquer un outil à travers le débitage laminaire, et puis d'emmancher ces outils pour les rendre encore plus utilisables et performants. Alors je disais que là, bon, ça suit vaguement ce qu'on sait de la préhistoire, et finalement on sait assez peu de choses de la préhistoire si vous considérez les millions et les millions d'années qu'elle recouvre et les quelques fossiles, les quelques traces que nous en avons. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de cailloux que de restes humains, hein, mais sur la très très longue durée des 7 millions d'années, les fossiles qu'on possède sont finalement extrêmement peu nombreux. Ce sont des traces. Parfois, certaines espèces ne sont connues que par quelques ossements, par une dent, parfois même un tout petit bout de phalange. Et donc, il y a là toute une réflexion à mener, à la fois sur qu'est-ce que c'est qu'une preuve dans ces disciplines, comment est-ce qu'on construit cette histoire, et puis qu'est-ce que c'est que cette évolution, comment la penser, est-ce qu'elle se traduit, donc est-ce qu'elle doit être lue en termes strictement linéaires, comme un progrès, ou est-ce qu'il y a d'autres façons de la considérer. Alors, on montre la prochaine image. Voilà. Alors, à côté de cette chose que je vous ai montrée là tout à l'heure, hein, cette succession magnifique linéaire vers le progrès, vous voyez à peu près comment on pense aujourd'hui l'évolution humaine. Et vous voyez que ça n'a rien à voir. D'abord, on hésite à mettre des flèches entre les différents carrés que vous voyez là. Hein. Simplement, on décrit ce qu'on connaît. Et finalement, ce qu'on connaît dans la durée, dans l'immense durée des temps, hein, donc dans les 8 millions d'années de l'histoire humaine, eh bien, c'est des petits massifs, hein, parfois, comme je disais, représentés par très très peu de choses. Sahelanthropus chanassis, c'est un individu dont on a le crâne et quelques éléments du squelette postcrânien, etc. Et donc, on a des fragments d'une histoire qui se déroule donc pour une part en Afrique, et puis pour une autre part plus loin sur le vieux continent, en Asie, en Europe. Et puis, vous voyez aussi qu'on n'a pas seulement un genre, le genre Homo, dont on parlait et que vous avez vu à l'œuvre dans la diapo précédente, mais on a plusieurs genres. Hein, et là, on est dans des genres distincts. Sahelanthropus chanassis, c'est un genre différent, Aurorine, etc., Ardipithecus, et puis les australopithèques, donc qui sont très très variés. Kenyanthropus, dont on ne sait pas encore trop quoi faire, et puis ensuite l'apparition du genre Homo avec Homo ergaster, et puis les paranthropes, etc. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs genres qui sont ainsi définis, et à l'intérieur même des genres, il y a plusieurs espèces. Hein. Et ce que vous voyez aussi sur ce schéma, c'est que ces espèces et ces genres sont parfois contemporains dans une même période et même sur un même continent. Hein. Vous voyez qu'ici, en Afrique, entre 4 millions d'années et 1 million d'années, vous avez toute une profusion d'espèces et de genres qui cohabitent. Évidemment, le continent africain est grand, mais ce n'est pas seulement une espèce, un seul genre, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, l'espèce humaine, elle appartient au genre Homo sapiens, et c'est la seule qui reste d'un genre qui a jadis été relativement florissant. Et vous voyez que Homo ergaster, Homo erectus, Homo antecessor, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis ont aussi participé de notre genre, et qu'il y a eu, pendant une partie de notre histoire, cohabitation sur le continent européen et aussi au Moyen-Orient, des Néandertaliens et des Homo sapiens. Et donc c'est la première fois dans cette très très longue histoire
qui se déroule encore une fois sur des millions d'années, c'est la première fois qu'il n'y a qu'une espèce de la famille humaine. Et évidemment, c'est la nôtre. Alors, on peut dire, on a dit qu'elle était privilégiée, qu'elle avait toutes sortes de qualités qui marquaient son unicité, mais on peut dire aussi que l'histoire des espèces est ainsi faite qu'elle peut aller vers la diversification, mais elle peut aller aussi vers ce que Stephen Jay Gould appelait la décimation. Et on a parfois des extinctions qui, évidemment, font partie de l'histoire des espèces. La sélection naturelle implique, évidemment, l'extinction de certaines espèces et d'autres qui survivent. Et la nôtre a survécu. Alors, évidemment, elle a proliféré d'une façon extraordinaire, comme nous l'a montré tout à l'heure Nicolas, sous la forme de cette espèce ubiquitaire qui a colonisé tout le monde entier, non seulement l'Afrique, l'ancien monde, mais aussi le nouveau, les régions les plus froides et les régions les plus chaudes. Alors, je ne vous ai pas parlé des processus de cette évolution, mais en tout cas, ce qu'il faut bien souligner, c'est qu'on n'est plus dans un scénario de progrès nécessaire, mais on est dans un processus qu'il faudrait dire contingent, qui se déroule à travers les accidents de l'histoire de la vie, les accidents de l'histoire de nos ancêtres qui se sont diversifiés, dont certaines espèces se sont éteintes, peut-être se sont rencontrées et ont eu se sont éteints du fait même de leur rencontre. Ça, c'est une des hypothèses pour l'extinction des Néandertaliens. Mais en tout cas, c'est une longue histoire contingente que celle de notre évolution. Voilà, j'ai dépassé mes 10 minutes, alors je vais laisser la parole. Du coup, tu veux que je reprenne sur définir une espèce en paléanthropologie. Je peux vous dire. Vu qu'on avait fait 3 minutes après les 10 minutes de discussion, tu peux. Bon, d'accord. Alors, je peux encore parler un petit peu. Alors, on était convenu de parler de la notion d'espèce en paléontologie. Et évidemment, vous avez vu cette multitude d'espèces que l'on décrit. Alors, ça peut vous sembler étrange qu'il y en ait autant, mais ça tient probablement à différents éléments, et en particulier à notre ignorance. Encore une fois, beaucoup d'espèces ne sont connues que par quelques fragments. Alors vous savez que le critère de définition de l'espèce pour un biologiste, c'est l'interfécondité. C'est le fait que les espèces peuvent se croiser de façon féconde. Alors les bouts d'os, on n'a pas tellement de preuves de leur interfécondité. Et c'est une des raisons pour lesquelles, chaque fois qu'un paléanthropologue trouve un vestige osseux, surtout aux temps les plus anciens de l'histoire de l'humanité, eh bien, il le définit comme une nouvelle espèce. Ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi des raisons de prestige personnel. C'est beaucoup plus valorisant d'avoir découvert une nouvelle espèce que d'avoir découvert le 25e Australopithèque à Francis, par exemple. Et donc, souvent, il y a des sortes de biais qui vont dans le sens de cette multiplication. Mais il y a aussi des moments de l'histoire de la paléanthropologie où, au contraire, au lieu de multiplier les espèces, on les a réunies. Et c'est vrai, par exemple, de Homo erectus, qui c'est une longue histoire dont il faudrait vous raconter les détails, mais qui parfois incluait très peu de cas, de fossiles qu'on connaît, et puis ensuite a été redéfini pour inclure un grand nombre de fossiles, et puis c'est encore diffracté en quelque sorte pour marquer plusieurs espèces qui ont cohabité, et puis ensuite c'est réuni en une seule espèce. Et c'est par exemple le cas des fameux fossiles de Dmanisi. Vous avez entendu parler de ces fossiles géorgiens extraordinaires qu'on a trouvés, qui sont datés de plus d'1,8 million, et qui marquent déjà une sortie d'Afrique à une époque où on ne savait pas du tout qu'il y avait déjà des hominidés sur le continent européen, asiatique et européen. Et d'abord, on a considéré que c'était peut-être des Homo habilis. Ensuite, on les a classés comme une espèce ou peut-être même un genre différent. Et finalement, aujourd'hui, ils font partie de l'espèce Homo erectus. Et donc, il y a eu une sorte de regroupement sur
sur la fois de caractère anatomique, qui ont été très bien pensés, parce qu'on a mis du temps avant de faire cette opération de redéfinition de ces fossiles géorgiens comme appartenant à Homo erectus. Et vous voyez qu'ici, il y a eu une sorte de volonté d'unification d'un genre. Et donc, vous voyez, il y a un balancier qui parfois va vers la multiplication et d'autres fois vers le regroupement de ces espèces. Et c'est dire qu'on n'est pas toujours sûr de ces classifications et qu'elles ont une part évidemment d'arbitraire. Voilà. Arbitraire, par contre, est-ce que vous pouvez voir, est-ce qu'on vient montrer les deux dias de Claudine, c'est aussi le côté, effectivement, comme tu l'as dit, très linéaire dans la première. Et de la première, je vois que tu avais noté chez non manquant, du coup ça me donne... Oui. Et dans la première, c'était effectivement toutes ces recherches autour du chaînon manquant, c'est-à-dire qu'on était sur des schémas très linéaires et puis on était tout le temps en train de rechercher une forme qui allait donner l'origine à la forme suivante. On voit bien que maintenant, là, sur le schéma de Bernard Wood, la notion de chaînon manquant, elle ne tient plus dans le sens où on est tellement dans un buissonnement que la notion même de chaînon manquant a plus vraiment lieu d'être, alors qu'on en a pourtant, ça a été érigé comme un... Oui, alors un élément clé. la notion de chaînon manquant, elle était importante à l'époque de Darwin, et c'est d'ailleurs Darwin qui l'a emprunté à Lyell, le grand géologue, pour dire qu'il fallait chercher les intermédiaires, et que c'était comme ça qu'on allait prouver par la paléontologie l'évolution. Alors aujourd'hui, les preuves de l'évolution ne sont plus seulement paléontologiques, et d'autre part, on ne conçoit plus l'évolution comme une chaîne, comme un devenir, les enchaînements de l'histoire de la vie. Au contraire, on conçoit cette histoire comme une sorte de buisson, d'arbre, dans lequel, évidemment, la quête de l'ancêtre est une quête extrêmement difficile. Ça n'est pas dire qu'il n'y a pas d'ancêtre. Il y a bien sûr une origine de tout cela, mais la paléontologie, avec ses moyens extrêmement limités, a très peu de chances de les retrouver sur le terrain. Alors peut-être que la génétique, la biologie moléculaire parviendra un jour à vraiment situer de façon extrêmement précise cette forme ancestrale. Elle spécule à travers l'étude génétique de la diversité humaine actuelle, elle peut spéculer sur des origines, mais ce sont des origines qui restent évidemment hypothétiques et qui restent soumises à la vérification de la paléontologie. Donc, on peut passer à la suivante. On avait évoqué aussi le côté biologique et culturel. Vous voyez bien qu'on en a parlé un petit peu dans chacun pour des raisons différentes. Pour l'aborder là et le discuter un petit peu avec vous, j'avais choisi de l'orienter sur les questions qui se nouent sur le continent européen entre l'homme de Néandertal et Homo sapiens. Sachant que deux individus distingués d'assez longue date par leur anatomie. Le schéma, c'est un schéma qui avait été fait par François Lacrampe du laboratoire PASEA, qui synthétise avec l'aide de Bruno Morey. Ils avaient fait ce schéma qui synthétise un peu les grandes différences anatomiques entre ces deux humanités, qui ont été longtemps pensées de façon très très distinctes, dans le sens où dès le début du XXe, ils sont opposés sur tous les plans, sur le plan anatomique et sur le plan culturel, de façon assez clairement. On va très vite reconnaître que ce qu'on appelle le paléolithique supérieur en Europe est associé à l'homme moderne, à l'homme de Cro-Magnon. Le paléolithique supérieur, c'est le temps des grottes ornées, de la diversification des outillages, des grottes ornées, on va dire, pour parler au plus grand nombre. Et très vite, dès le début du XXe siècle, on va opposer les outillages et les symboles du paléolithique supérieur à ce qu'il y avait auparavant au temps de Néandertal, au paléolithique moyen. Breuil, par exemple, le grand préhistorien du début du XXe siècle, dira qu'on est forcément dans une humanité complètement différente. Il n'est pas possible, tant les différences culturelles sont importantes, on est forcément avec un nouvel homme, ce nouvel homme étant nos ancêtres et menant jusqu'à nous. La dia suivante. Le débat a bien sûr évolué tout au long du XXe siècle, mais on est quand même resté dans une opposition assez forte entre les réalisations de l'un et les réalisations de l'autre. Sachant que l'un allait s'éteindre et que l'autre allait continuer son développement. Les choses ont changé d'une double façon, on va dire. Des découvertes ont commencé à faire changer les choses, notamment
Au début des années 80, on va découvrir dans un site qui s'appelle Saint-Césaire, hein, c'est un préhistorien qui s'appelle Bernard van der Merch et François Lévesque qui vont faire cette découverte, et ils vont découvrir une industrie en pierre évoluée de type paléolithique supérieur, associée à un crâne et d'autres morceaux du squelette en connexion de néandertaliens. Donc on va commencer à émettre l'idée ou à constater que peut-être Néandertal aurait-il inventé le paléolithique supérieur. Très vite, un consensus, qui n'est pas vraiment un consensus, mais une hypothèse va arriver, et en gros va être de dire que les derniers Néandertaliens n'auraient pas pu faire cette invention seuls, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas pu changer culturellement d'un coup, après 300 000 ans de stase, vu qu'ils étaient là, eux, depuis très longtemps sur le continent européen, et des collègues comme Jean-Jacques Hublin, par exemple, du Max Planck Institute, vont proposer une hypothèse d'acculturation, c'est-à-dire qu'en fait, les Néandertaliens auraient commencé à changer culturellement au moment où notre espèce serait arrivée en Europe. C'est-à-dire que notre espèce arrivant en Europe essaimerait des innovations, et les derniers Néandertaliens qui étaient en train de s'éteindre prendraient quelques idées par-ci par-là et inventeraient des formes d'outils plus sophistiqués que ceux qu'ils avaient, et notamment les quelques parures qu'on a trouvées dans le châtel péronnien, qui était un élément tout à fait nouveau par rapport à ce que faisaient nos bons néandertaliens. L'autre élément le plus fort qui est venu questionner ces relations, c'est évidemment la paléogénétique. Donc très tôt, on le doit à beaucoup de scientifiques, hein. Parmi eux, Svante Pääbo est certainement celui qui fait le plus parler de lui, parce qu'il est sans doute celui qui a eu, ou parmi ceux qui ont eu l'intuition. Au départ, il est égyptologue, mais aussi de tradition biologiste, et il va au départ chercher à récupérer de l'ADN ancien sur des restes de momies égyptiennes, et il a eu cette intime conviction qu'on pouvait récupérer de l'ADN ancien. Ce qui n'était pas gagné, notamment, c'est pas gagné, et on a mieux connu au départ l'ADN des Néandertaliens que l'ADN des anciens Cro-Magnons, des anciens hommes modernes, pour une raison simple, c'est que le problème, c'est les contaminations. C'est-à-dire qu'il était plus facile de faire la part des contaminations modernes sur des prélèvements effectués sur des Néandertaliens, donc sur des hommes très différents de nous, que de le faire sur des Homo sapiens sapiens anciens, du Paléolithique supérieur par exemple, parce il y a eu des problèmes techniques pour être persuadé qu'on n'allait pas récupérer un bout d'ADN de celui qui avait étudié les os en 1910, un bout d'ADN de celui qui les a amenés au musée et consultés au musée en 1950, 60, 70, etc. On a contaminé forcément ces os, et aujourd'hui il y a des protocoles très particuliers pour fouiller des sites où on pourrait essayer de faire de l'ADN. Hein. On ne les prend pas avec les mains, il y a des combinaisons, c'est devenu un peu spationaute. Mais bon, donc ça a été une avancée bien évidemment déterminante. Au départ, cette avancée technique a plutôt été dans le sens de ce qu'on disait, c'est de ce qui était dit, on va dire mainstream, c'est-à-dire néandertalien d'un côté, sapiens de l'autre. Et puis peu à peu, les données se sont accumulées pour montrer qu'il y avait eu des hybridations qui allaient jusqu'à laisser apparemment des traces dans notre génome aujourd'hui. C'est-à-dire que les généticiens aujourd'hui, vous allez lire en gros qu'on aurait 1 à 4% de gènes archaïques, entre guillemets néandertaliens, dans le génome des populations eurasiatiques. Ce qui les différencie des populations africaines qui n'auraient pas, elles, ce métissage, cette trace de métissage avec ces gènes archaïques, pour la simple raison que l'hypothèse étant que le métissage entre les sapiens et les néandertaliens se serait fait quand les sapiens seraient sortis d'Afrique, quelque part entre le Proche-Orient, les portes de l'Europe, etc. Et donc les populations aujourd'hui africaines n'auraient pas de traces dans leur génome de ce métissage archaïque, alors que nous, eurasiatiques, nous l'aurions. C'est des questions très compliquées, moi je ne rentrerai pas dans le détail de ça, on va dire que c'est à peu près l'état des connaissances aujourd'hui de façon très très générique. La suivante. Ce qu'on a appris aussi récemment, c'est que par exemple, donc là, on s'aperçoit que le pourcentage de ces gènes archaïques irait en décroissance, ce qui semble logique vu que en fait, il y aurait un flot, il y aurait une vague des flots d'hommes modernes, et que les gènes néandertaliens des populations ancestrales présentes en Europe se dilueraient peu à peu dans la démographie des sapiens. C'est montré, là il y a eu les résultats assez récents par un fossile qui est le plus ancien fossile connu à l'heure actuelle d'Homo sapiens sapiens en Europe, sur un site qui s'appelle Peșteracu Oase en Roumanie. Donc c'est un fossile qui date de 36 à 38 000 ans avant le présent.
et qui lui aurait un pourcentage de ces gènes, de ces traces de gènes néandertaliens beaucoup plus fort que des individus qui datent de 15 000 ans, 10 000 ans et plus tardifs. Et notamment, ça révèle aux généticiens qu'il serait révélateur d'une hybridation qui aurait eu lieu que quelques générations avant. C'est-à-dire que dans l'article, on lit que l'hybridation aurait eu lieu peut-être que 5 ou 6 générations avant ce fossile. Donc ça pourrait vouloir dire que 5 à 6 générations avant cet homme de 38 000 ans en Roumanie, des Néandertaliens et des Sapiens auraient pu se rencontrer. Donc si on prenait ça comme un résultat au premier degré, quelque part, pas très loin de là où on a trouvé ce bon vieux oasé au sud-ouest de la Roumanie. Donc voilà, parce qu'au départ on disait que l'hybridation avait eu lieu au Proche-Orient. Bon, peut-être ils se seraient donc rencontrés en Europe. Il faut garder des pincettes et d'autres généticiens des populations pourraient interpréter ces données de façon différente. La dia suivante. En tout état de cause, au niveau, si on sort des fossiles humains et qu'on regarde ce qu'on a le plus, dans ces périodes-là, donc on va dire on est autour de 40 000 ans en Europe, à quelque chose près, on ne va pas être à quelques millénaires près. Ce qu'on a le plus, c'est bien évidemment pas des restes osseux, comme le disait Claudine tout à l'heure, c'est des outillages en pierre, et à partir du début du Paléolithique supérieur, des outillages en os, en bois de renne, en ivoire, des perles, des parures, des coquillages perforés, des restes de feu, des structurations de l'espace, etc., etc. Ce qui se passe, c'est qu'on a effectivement un bloc qui est le Paléolithique moyen, qui est le temps de Néandertal en Europe. Quelque chose qui se passe entre 45 000 et 35 000 à peu près, pour lequel on n'a quasiment pas de fossiles. Donc du coup, il se passe des choses au niveau culturel, mais c'est très dur de dire qui a fait quoi. Et ensuite, le développement du Paléolithique supérieur à proprement parler, avec comme premier complexe culturel ce qu'on appelle l'Aurignacien. L'Aurignacien, c'est ainsi qu'on dénomme les gens et les peintres, les artistes de la grotte Chauvet, qui sont rattachés à cette culture de l'Aurignacien qui émerge quelque part autour de 38 000 ans en Europe. Il faudrait changer un peu les dates. La suivante. Ce qui se passe donc ce qui se noue à cette période-là, c'est donc cette question du contact. Au niveau archéologique, le seul complexe qui a permis de discuter réellement ce possible contact, c'est donc une culture qu'on appelle le châtel-péronien. Ce châtel-péronien qui serait fait par Néandertal sur la base de 2 sites, où on aurait à la fois les restes matériels du châtel-péronien et les fossiles. C'est Saint-Césaire et Arcis-sur-Cure, 2 sites qui posent des problèmes importants. Saint-Césaire, il y a des travaux en cours qui vont non pas montrer que le fossile Néandertal n'est pas attribué au châtel-péronien, mais en tout cas qui vont permettre de dire qu'on ne peut pas dire que ce fossile est associé sur ce site-là avec cette industrie. Donc la question est compliquée. Il y a la possibilité qu'il y ait eu des formes, en tout cas c'est proposé, d'acculturation entre les deux types humains, mais ça repose encore aujourd'hui sur des éléments. Voilà, on manque d'éléments, et au fur et à mesure qu'on reprend les rares sites qui permettaient de discuter l'hypothèse, eh bien, c'est des sites, voilà, les techniques de fouille ont évolué, on va beaucoup plus loin dans la façon d'analyser les vestiges. Il faut imaginer que ces sites où les gens venaient de façon répétée et laissaient des couches répétées de leur occupation, bon, ces sites ont été perturbés par plein d'agents, des agents naturels, des agents humains, et que quand on retrouve une couche archéologique, des fois on peut avoir les restes de 2 humanités dans cette même couche archéologique. Et selon comment on la fouille, à une époque, à la fin, il va en rester un tiroir marqué couche 2 dans un musée, mais ça ne veut pas dire que les objets de la couche 2, ils sont tous de la même période, et voilà, les méthodes d'enquête là-dessus sont plus approfondies. Donc la question est compliquée. Je crois que j'ai encore 1 ou 2 dias, et après tu réagis. Oui. Je vois que tu as plein de trucs à dire. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, c'était juste à la fin de cette interaction biologique culturelle, juste pour rappeler qu'effectivement, à ce moment-là, en Eurasie, se noue avec l'avènement du Paléolithique supérieur, un monde quand même en mutation très forte, avec notamment tout ce qui a trait à... Il y a des changements techniques très importants, mais les changements les plus marquants sont au niveau de l'apparition du symbolisme sous forme de tout ce qui est parure, perle, et l'émergence de l'art figuratif qui là marque quelque chose qui semble irréversible, c'est-à-dire qu'il y a pu avoir de l'art avant, mais on n'en a pas ou peu de traces. Celui-là, il y reste, il est marqué sur les parois des grottes, il laisse des statues, il laisse des objets matériels qu'on a retrouvés jusqu'à aujourd'hui et qui semblent bien montrer que l'homme rentre dans un nouveau
nouvelle métaphysique, je dirais, une nouvelle relation à son milieu, une nouvelle relation au monde, aux traces qu'il va laisser. Il y a une autre dia juste illustrative, la suivante. Voilà, donc ça c'est le monde on peut dire le monde du paléolithique supérieur, au niveau technique en bas et au niveau symbolique en haut. Et le dernier mot que je voudrais dire sur la dia suivante, après c'est à toi, non, celle d'après. Du coup je passe celle-là, encore après, et encore après. Non, celle-là. Ouais, les deux mots que je voulais juste dire, c'est qu'un des changements à mes yeux les plus marquants entre les Néandertaliens et ces hommes modernes qui arrivent au début du Paléolithique supérieur, et ce qui peut expliquer le succès qu'ont eu les hommes modernes, c'est pas tant au niveau cognitif, je pense qu'au niveau des réalisations techniques, au niveau de ce que les gens faisaient avec des pierres taillées, le débitage levallois d'un Néandertalien n'a pas grand-chose à envier à un débitage de ce qu'on appelle des lames et des lamelles du Paléolithique supérieur des modernes. Par contre, là où ça n'a rien à voir à mon sens, c'est au niveau des stratégies de mobilité et de la façon dont les gens étaient liés en réseau. En une minute, là vous avez un site par exemple fouillé par mon collègue François Bon, à côté de Béziers, et tous les traits noirs que vous avez, c'est les origines des matières premières qui se sont retrouvées sur ce site. Et vous voyez que sur ce site, on trouve des matières premières en silex qui viennent de Dordogne, du Lot-et-Garonne, des costières du Garanim, etc. etc. Et c'est à peu près ça sur tous les sites du Paléolithique supérieur à partir de l'Aurignacien. Ça ne veut pas dire que les gens de Béziers sont allés chercher leurs matières premières jusqu'en Charente, etc. Mais ça veut dire qu'il y avait des formes de contact entre les gens de Béziers et les gens des Charentes là-haut. Et si on met la dia suivante, c'était juste, je m'étais amusé à faire ça, simplement pour vous dire que si chaque site qu'on connaît, on en connaît des centaines pour l'Aurignacien, représente un nœud d'un réseau, et qu'on peut faire un cercle concentrique autour d'à peu près 350 km, qui sont les distances qu'on voit communément d'arrivée des matières premières, d'éloignement des matières premières, alors passer du Proche-Orient à l'Atlantique, c'est pas grand-chose, quoi. Si chaque site est en contact avec des gens dans un rayon de 400 km, pour qu'une idée avance, il n'y a pas besoin que les gens avancent, et l'information circule très vite. Et ça me semble être une différence majeure avec nos Néandertaliens, et c'est peut-être ce qui explique que les idées du Paléolithique supérieur se soient tant développées aussi vite, avec une accélération, on va dire, des phénomènes culturels de façon assez marquée à ce moment-là. Donc de nouveaux types de mobilité, de nouveaux types de réseaux, de faire société à ce moment-là, qui peut expliquer le succès adaptatif qu'a du coup connu l'espèce sapiens sapiens à ce moment-là, au détriment de nos beaux vieux néandertaliens. Oui, alors je voulais dire quelques mots autour de cette question que moi j'ai étudiée aussi d'un point de vue historique. Et c'est vrai que la question de Néandertal et du rapport de Néandertal avec Sapiens, c'est une question passionnante, lancinante, qui continue de mobiliser des biologistes, des préhistoriens, des paléontologues, et souvent d'ailleurs avec des positions contradictoires. Quand on pense aux premiers essais justement d'étudier l'ADN mitochondrial, l'ADN ancien de Néandertal, la conclusion était que c'était deux espèces parfaitement distinctes. Et puis, 10 ans après, alors on a étudié l'ADN nucléaire et on a vu qu'il y avait des hybridations qui avaient eu lieu, etc. Et donc, il y a sans arrêt ce balancier. Et ça dure depuis très, très longtemps. Et je crois que la question qui est en jeu, c'est peut-être celle qu'on posée au début de cette causerie, celle du propre de l'homme et celle de définir l'homme. Parce qu'évidemment, Néandertal, c'est très troublant. C'est presque un homme, c'est presque la même chose que nous, mais c'est quand même autre chose. Et quand on voit, par exemple, la littérature qui a défini dans les débuts du XXe siècle les caractères des Néandertal, chez Marcelin Boule, par exemple, il fallait absolument... Bon, on définissait Néandertal de façon très, très rigoureuse, en étudiant son squelette, etc. Mais en même temps, il fallait absolument qualifier tout ce qui concernait Néandertal comme animal, bestial, primitif, etc. Et donc, il y avait une espèce de volonté de faire mettre une distance, mettre une différence radicale entre cet animal qui était Néandertal et l'humain que nous sommes. Et il me semble qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus nuancées. Bon, tu as parlé des sites européens, mais il faudrait aussi parler des sites du Moyen-Orient, où il y a un partage de la culture moustérienne entre les sapiens et les néandertaliens. Ils avaient exactement la même culture, ils ensevelissaient leurs morts exactement de la même manière, et donc ils ont probablement cohabité dans des sites pas très lointains pendant pas mal de centaines, voire de milliers d'années. Et donc, les néandertaliens se rapprochent de nous, au sens où même aujourd'hui, on sait qu'ils font partie de notre patrimoine génétique, même à un faible pourcentage, mais ils font partie de nous-mêmes, et au sens
sens aussi où toute l'étude des cultures des Néandertaliens s'est beaucoup développée, aussi bien dans l'expérimentation. Il y a eu de très grands travaux importants pour essayer de reconstituer la chaîne opératoire, les raisonnements, les pratiques techniques des Néandertaliens, et de façon très fine. Et on voit que c'est des choses qui étaient relativement sophistiquées, avec une intentionnalité multiple et complexe. Et puis aussi de mettre au jour chez les Néandertaliens l'usage par exemple de colorants. Il y a les très beaux travaux de Francesco De Rico sur l'ocre, et il montre que cet ocre, dont il a étudié très très finement les traces, servait probablement à des parures corporelles, à des dessins corporels, comme des crayons. Et on a trouvé aussi quelques tracés géométriques. Évidemment, c'est pas Lascaux ni la grotte Chauvet, mais il y a très probablement une approche du symbole, ou en tout cas du tracé qui reste chez les Néandertaliens. On leur a très longtemps refusé le langage. Et il y a toute une littérature, encore aujourd'hui, même nos collègues américains, comme Ian Tattersall a écrit un livre il n'y a pas si longtemps, où il dit que la grande différence entre les sapiens et les Néandertaliens, c'est qu'ils n'avaient pas le langage. Il semble aujourd'hui tout à fait difficile de soutenir une telle thèse. On a, non seulement à travers les vestiges culturels, mais aussi les vestiges anatomiques, il n'y a aucune différence entre l'osioïde, le larynx d'un Néandertalien et celui d'un homme moderne. Et donc tout ça rapproche en quelque sorte les Néandertaliens de nous, et on peut se demander, et ce sera peut-être le dernier point dont on parlera ce soir, si dans notre approche de la paléontologie et de la préhistoire, il n'y a pas eu, et il n'y a pas encore un investissement contemporain assez fort qui colore en quelque sorte la lecture que nous faisons de cette histoire. Et c'est un peu le travail que j'ai fait souvent sur différents objets. Mais il me semble que c'est important, et que les préhistoriens eux-mêmes et les paléontologues eux-mêmes ont conscience de cela aujourd'hui, beaucoup plus qu'ils n'en avaient conscience dans le passé, au XIXe siècle ou dans la première moitié du XXe. On sait aujourd'hui que tout un pan de la paléanthropologie s'est développé sur un fond de racisme. Il y avait toujours cette idée, on a parlé tout à l'heure du chaînon manquant, et il y avait toujours l'idée que le chaînon manquant, c'était celui qui ressemblait le plus aux peuples les plus primitifs, les nègres, comme on disait, et qui était entre le nègre et le singe. Donc il y avait toute cette problématique d'une sorte d'évolution humaine qui n'était pas seulement une évolution paléontologique, mais qui se traduisait aussi dans la hiérarchie des formes raciales, entre guillemets, chez l'homme contemporain. Évidemment, aujourd'hui, les choses ont quand même pas mal changé. Il y a eu des critiques de ça, mais il y a quand même encore des débats, en particulier ceux qui concernent l'origine d'Homo sapiens, des débats entre ce qu'on appelle les multirégionalistes, qui pensent que les races humaines se sont développées depuis très 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 longtemps de façon différenciée, il y a plus d'1 million d'années, et puis les partisans de la thèse monocentriste de la Out of Africa, qui considèrent que l'espèce humaine est beaucoup plus récente, et que cette diversification raciale, notamment, est très récente, donc très peu prononcée entre nous. Il y a aussi évidemment tout un ensemble d'idéologies plus ou moins nationalistes qui ont fait au cours de l'histoire qu'on a voulu trouver le fossile, l'ancêtre sur son territoire. Et la fameuse affaire de l'homme de Piltdown, qui était un faux, mais qui a été trouvé sur le territoire anglais, a longtemps conforté chez les Anglais cette sorte de nationalisme, de trouver l'ancêtre donc parmi eux. Et aujourd'hui encore, enfin dans un autre contexte, mais en Chine, on s'intéresse à la paléontologie aussi en tant qu'elle peut conforter une sorte de fierté nationale, et en tant qu'elle peut enraciner les Chinois d'aujourd'hui dans le passé le plus profond. Et puis il y a aussi tous les éléments de sexisme dont on n'a pas parlé dans ce livre, mais dont moi j'ai parlé ailleurs, qui ont coloré très longtemps l'approche de la préhistoire, et donc qui ont en quelque sorte éliminé la figure féminine de la réflexion sur l'évolution humaine. Il y a eu des scénarios d'évolution, comme par exemple le fameux scénario de l'homme chasseur, Man the Hunter, qui attribuait à la partie mâle de l'humanité absolument toutes les
tous les talents et toutes les activités, toutes les actions qui ont contribué à faire de notre humanité ce qu'elle est aujourd'hui. La chasse, la grande chasse au gros gibier, serait ce qui a donc à la fois développé l'habileté manuelle, faire des outils pour tuer les animaux, l'intelligence pour les traquer, pour les trouver, le sens de la sociabilité pour s'unir entre chasseurs et pour chasser de façon plus efficace, le sens de l'échange, et puis le sens du partage. Et alors on disait que les hommes finalement rentraient au foyer, si on peut dire, et troquaient la viande, les protéines contre les faveurs sexuelles des femmes. Voyez. Donc les femmes, c'était celles qui étaient là juste comme une sorte d'objet sexuel. Alors on sait aujourd'hui que c'était pas du tout comme ça que ça se passait, que ça se passe pas du tout comme ça chez les peuples de chasseurs-cueilleurs, qu'il y a un partage des tâches extrêmement qui donne aux femmes un rôle très très important. Et il y a eu tout une recherche et un courant aussi militant qui a essayé de réhabiliter la place des femmes dans la préhistoire à beaucoup de titres. Alors, donc c'est tout cela pour dire que la préhistoire n'est pas un enjeu complètement neutre. Bien sûr, c'est un enjeu scientifique dans lequel des techniques de plus en plus sophistiquées, des découvertes de plus en plus précises et des recherches de plus en plus interdisciplinaires visent à connaître de mieux en mieux notre passé, mais c'est aussi un champ dans lequel nous projetons beaucoup de nous-mêmes, justement parce que c'est un champ assez très très vaste et finalement où la preuve est rare et où il faut l'interpréter, il faut la colorer par des histoires qu'on raconte. Il faut toujours raconter des histoires. Même les scientifiques parlent de scénarios. Ils parlent de scénarios d'hominisation. Et donc, et certains disent, oui, on écrit des contes de fées. Alors, c'est des contes de fées qui sont des hypothèses et qui peuvent être plus ou moins vérifiées. Mais comment vérifier sur le passé? Alors, il y a aujourd'hui des éléments d'expérimentation, expérimentation en archéologie préhistorique, expérimentation en biologie moléculaire, mais on ne peut pas expérimenter sur tout. Et il y a aussi beaucoup de choses dans ce passé construit qui viennent de notre propre vision de notre présent. Voilà. Voilà. On avait prévu de parler d'autres choses, mais je ne sais pas si il est juste 7 heures. Oui, c'est bien. Ça va? Peut-être juste un mot, moi pour arriver à ma dernière bière. Oui. Sur le côté, comment dire, de ce que disait Claudine, effectivement, on met beaucoup de représentations. On a tous des représentations assez puissantes de la préhistoire. Et ces représentations, elles nous sont pas arrivées toutes seules. Elles nous sont arrivées parce qu'on nous les a transmises, parce que c'est ce qui est, on va dire, l'ordre symbolique de comment on voit nos préhistoriques. Et que ce soit dans les images à l'époque où il n'y avait pas de fiction à la télé, les gens voyaient des images et ces images suffisaient à faire la représentation de comment on voyait le préhistorique avec ces quelques bouts de peau quand même en sauvage assez appuyés. Aujourd'hui, les docu-fictions n'ont pas trop changé la donne, on va dire. C'est que je trouve que la façon dont on les représente représente physiquement et surtout comment on les représente dans leur vie, quoi. Moi, j'ai toujours été marqué dans ces fresques télévisuelles sur le côté, on a l'impression que l'homme invente toujours sous la contrainte. C'est-à-dire que quand il a eu froid, il a mis un bout de peau sur le dos, en se brûlant les pieds dans la neige, il a inventé la chaussure, il avait peur parce que le soleil se couchait tous les soirs, il a inventé la transe. Enfin, je veux dire, c'est toujours sous cette espèce de contrainte de l'environnement. L'environnement est toujours dépeint comme tempétueux, glacial. Enfin voilà, on a des représentations très fortes et c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir sur pourquoi on a encore besoin de se représenter ces hommes et ces femmes vivant de la sorte. Et nous, en tant que préhistoriens, c'est difficile, je trouve, d'apporter quelque chose parce que moi, je travaille pas sur. Moi, j'ai l'impression de travailler c'est de l'abstrait, ce sur quoi je travaille. Je travaille sur des modèles de peuplement, des processus socio-économiques, des données techniques, mais je travaille pas sur. Je peux pas vous dire moi comment ils vivaient les Aurignaciens là dont on parlait. Je peux pas vous raconter une journée de l'Aurignacien. Après on a rendu ça réel parce qu'il faut faire du récit et qu'il faut raconter une histoire. Mais je peux vous raconter plein d'événements plein de raisons de pourquoi ils échangeaient leurs matières premières, de pourquoi ils taillaient des petites lamelles comme ci et comme ça, pourquoi faire, à quelle fin fonctionnelle, etc. Mais je peux pas les animer
dans un paysage sans tomber. Alors on peut essayer de le faire, mais on a eu tendance, je trouve, à tomber dans un. Bon, on maintient un ordre symbolique de la façon qu'on a de voir se passer. Du coup, je mets ma dernière dia. Ah ben non, ça marche plus. Effet. Voilà, non, la dernière dia, c'est juste pour vous dire, parce que je fais un peu de pub, je profite d'être à Paris, à la capitale. Voilà, et donc on a fait un film avec un réalisateur. J'ai eu la chance de pouvoir écrire avec on a écrit un film à deux, quoi. Et ce film donc passe samedi, pas qui vient, mais le suivant, le 1er avril à 20h50 sur Arte. Et voilà, donc je voulais juste le signaler. J'espère qu'il fera réfléchir qu'il pourra porter la réflexion sur justement les écueils possibles des fresques et de ce qu'on appelle les docu-fictions aujourd'hui, et notamment ceux qui traitent des sociétés du passé. Voilà, donc je vous invite à pouvoir le regarder sur Arte dans peu de temps. Voilà. Un peu de pub perso, pardon. Nous vous remercions. Je crois qu'il y a un peu de temps pour des... Voilà, c'est ça, on a une petite demi-heure. Vous voulez que... On vous en donne un... Ah non, celui-là. Alors, la première question. Oui, merci. Une petite remarque, nous ne sommes pas les premiers à être seuls sur la Terre. Erectus a été aussi tout seul avant nous. Homo erectus. C'est la première fois qu'il y a une espèce orpheline, comme dit Jean-Jacques Hublin. Et nous, on est la deuxième. À propos de Néandertal, vous parliez de racisme tout à l'heure. Ce qui est frappant aussi dans les documentaires, c'est que quand Sapiens débarque en Europe, il a la peau blanche. Il n'avait pas la peau blanche, il était foncé, parce qu'il venait tout droit d'Afrique, du Moyen-Orient. Sa peau n'était pas encore éclaircie. Bon, c'était une petite remarque. Pour ce qui est de Néandertal, il y a des grands débats, effectivement, sur le parallèle entre sa culture et la nôtre. J'ai eu souvent des discussions, entre autres, avec Bruno Moreil, enfin, quelquefois. Jean-Jacques Hublin, par exemple, dans ses conférences, dans ses cours là, de l'an dernier et des 2 années précédentes, montre bien ce qu'on croit savoir maintenant, c'est que le Sapiens, vous y avez fait allusion, Sapiens a un temps, après la naissance, de développement du cerveau beaucoup plus lent que les singes, que les australopithèques, qu'Homo erectus et que Néandertal aussi, et que pendant la première année en particulier, il y a un développement très particulier du cerveau humain, et ensuite c'est la même chose que chez les autres hominines. Et c'est certainement quelque chose de tout à fait particulier et important. C'est ça qui fait, entre autres, qu'on a un frontal plus développé, qu'on a des pariétaux plus développés, et qui font qu'on a une grande différence de perception de l'extérieur. Les pariétaux étant, dit-on, les lobes qui sont spécialisés, entre autres, dans les relations entre l'extérieur et la perception de l'extérieur. Donc, je voulais souligner que c'est quand même difficile de trop tirer Néandertal dans sa culture vers Sapiens, qui est, je pense, c'est, je crois d'ailleurs, ce qu'elle pensait le plus à l'heure actuelle, supérieur dans ses possibilités, dans ses capacités intellectuelles que Néandertal. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, Passer aux autres questions. trois points. Le premier, c'est la solitude d'Homo erectus. Alors effectivement, je sais que Jean-Jacques Hublin dit ça. Ça dépend aussi de ce qu'on met dans Homo erectus. Parce qu'il y a des moments où Homo erectus... il y a plusieurs espèces qui ne sont pas intégrées dans l'espèce Homo erectus. Et je pense que dans les 20-30 dernières années, ça a énormément bougé. Alors l'idée de faire un grand massif Homo erectus pendant 1 million d'années, c'est, d'un point de vue épistémologique, c'est un peu une nouveauté et qui reste, à mon avis, encore un peu labile. Le deuxième point, sur la peau, la couleur de la peau, vous avez parfaitement raison. Et aujourd'hui, on sait que les Néandertaliens, et ça par l'étude du génome de l'homme de Néandertal, qui a quand même été étudié de façon tout à fait remarquable à Leipzig, on sait que les Néandertaliens étaient plutôt roux
avaient une peau plutôt claire. Et donc, il faut vraiment renverser les images qui nous sont offertes, hein, d'un Néandertal foncé, hirsute, et puis d'un Homo sapiens blanc et clair. C'est probablement l'inverse. Voilà. C'est peut-être l'inverse qui doit surgir de nos représentations. Il y a d'ailleurs des romans qui ont fait cette hypothèse. Le livre de Björn Curtin, qui est un très très beau livre, La danse avec le tigre, qui a été écrit dans les années 70, faisait déjà cette différence. Et puis, bon, troisièmement, le fait que les Homo sapiens ont un cerveau dont les capacités sont beaucoup plus ouvertes et peuvent faire surgir des développements beaucoup plus complexes. Bon, ça, je ne me lancerai pas sur cette étude anatomique. Je pense qu'il y a toujours, je ne veux pas non plus être un défenseur absolu de Néandertal, mais il y a toujours dans le rapport entre Sapiens et Néandertal cette volonté d'établir une hiérarchie expliquant la raison de l'extinction. Et voilà, bon, il y a peut-être autre chose à en dire. Non, moi je crois qu'il y a... Enfin, les registres sont très différents. Il est évident, personne ne peut comparer aujourd'hui les registres des réalisations néandertaliennes aux registres des réalisations sapiens. Et même si on nous dit que Néandertal à la fin a peut-être perforé 3 coquillages ou a fait une croix sur le mur d'une grotte en Espagne, et ça résout pas le fait que pour l'instant on n'a pas Chauvet. Après, qui étaient les gens de Chauvet le reste humain le plus proche qu'on connaisse de Chauvet en âge quasiment, c'est celui qu'on présente là de Oisé en Roumanie. Et si ce type-là, il s'avère que ce que les généticiens nous disent est vrai, et que donc les restes potentiels de Chauvet sont des gens qui, 10 générations avant, se sont métissés avec des Néandertaliens, ça nous montrera que cette question-là, finalement, c'est plus la question clé, à mon avis. La question clé, c'est d'étudier les processus socio-économiques et de comprendre pourquoi, à un moment, il y a des choses qui se dispersent de façon quasi irréversible à l'échelle de la planète. Mais la question, à mon avis, aujourd'hui, elle est plus vraiment là, parce que peut-être que l'artiste de Chauvet, qui est un artiste, c'est des spécialistes, quoi. Les gens qui ont peint Chauvet, c'est des spécialistes, c'est des artistes au sens actuel qu'on leur porte aujourd'hui dans la société. Et peut-être ces types-là étaient 8 ou 10 générations. Il y en a un qui se métissait avec quelqu'un de l'autre humanité. Donc pour moi, ça décale vraiment la question par rapport à avant. Et juste sur l'Erectus, je pense que Jean-Jacques y rajoute quand même quelque chose, c'est qu'aujourd'hui on sait qu'on est une humanité et qu'on est la seule espèce à travers la planète, parce qu'on est tous interféconds. Erectus, les anthropologues pourront toujours me dire qu'à un moment il n'y a eu que des, entre guillemets, Erectus, ça reste des Erectus secs, sur de l'os sec. Ça ne me dit pas si à ce moment-là il y avait une interfécondité possible entre l'Erectus qu'on appelait Erectus à Java, celui de Chine, celui d'Europe et celui d'Afrique et ceux d'Afrique. Donc c'est pas tout à fait pareil. Il y a cette petite différence qui, à mon avis, est majeure. C'est une différence taxinomique aussi, je crois. Merci. Juste un mot, parce que moi, ça me fait penser d'ailleurs à quelque chose qui, sauf erreur, Bruno Morel le dit dans le fameux livre, hein, c'est que cette différence ou non-différence là peut très bien s'appliquer à Sapiens Néandertal. Tout dépend. Est-ce que la notion d'espèce a une pertinence d'ailleurs en tant que telle? Et si elle en a, d'après sa définition habituelle, il y a une seule espèce Homo sapiens, vu que Sapiens et Néandertal sont interféconds. Oui, certains défendent. Effectivement, Bruno est sur cette position de faire remonter la famille Sapiens, même en y intégrant un bon nombre d'Erectus. Mais c'est ce qui a été proposé après de Manisi, qu'évoquait Claudine. Hein, c'est que l'étude de Dmanisi à 1,8 million a montré qu'il y avait une diversité très forte sur ce site à ce moment-là, et que la diversité est telle, dans une même couche ou dans des couches très proches, la diversité est tellement grande qu'en gros ils disent que la diversité locale est si forte à 1,8 million que du coup on peut imaginer que en gros tous les fossiles humains depuis 2 millions d'années feraient partie d'une même grande famille Sapiens. Voilà, donc c'est proposé. Attendez peut-être sinon les gens vont pas entendre. Sur la planche de Wood, il est marqué Australopithèque habilis et puis Homo habilis. Est-ce que c'est volontaire? C'est lui qui a changé ça ou il y a une raison?
Wood est un très grand taxinomiste et je pense que s'il l'a écrit, c'est que c'est mûrement réfléchi et qu'il a trouvé chez les fossiles qu'on nomme aujourd'hui Homo habilis, qu'on a nommé Homo habilis en 1961 ou 64 quand on les a définis, ont plutôt aujourd'hui, par comparaison avec les fossiles connus, des caractères d'Australopithèque. Mais ce qui est très intéressant, c'est le mot habilis qui leur est apposé et qui change complètement la donne. Hein, parce que quand on a défini Homo habilis comme tel, c'était à la fois le premier homme, le premier représentant du genre Homo, et en fait, il était aussi défini par le fait qu'il savait faire des outils. Alors aujourd'hui, ce changement dans la taxinomie, dans le vocabulaire, implique que les australopithèques aussi sont des fabricateurs d'outils, ce qui est un très grand changement dans l'attitude des préhistoriens aujourd'hui et des anthropologues. Et une deuxième question, dans les définitions de l'homme, est-ce que la curiosité de l'homme n'était pas un point par rapport au reste, parce qu'on est vraiment très curieux dans tous les domaines? Mais est-ce que les singes ne le sont pas? Je sais pas, sûrement. Enfin, la curiosité est effectivement une partie de l'intelligence et une partie qui est ouverte vers l'inconnu, l'ailleurs, et qui participe certainement de cette expansion de notre espèce. Oui, j'ai beaucoup apprécié dans vos exposés cette notion d'esprit critique, de grande prudence. C'est ce qu'on ne voit pas dans beaucoup d'endroits et de ce qu'on n'entend pas habituellement. Votre conférence ne tient pas au hasard. Elle est dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, etc. Et j'aurais aimé éventuellement avoir votre point de vue un peu plus précis. Comment dans le débat qui existe toujours sur le racisme, quand on créait les races, il n'y a pas si longtemps, il y a 70 ans, ce qui a permis le génocide que vous connaissez, les races inférieures et supérieures, on n'en est peut-être pas encore loin. Et je me souviens de ce que nous disait M. Langanet, tous semblables et tous différents, la leçon magistrale qu'il nous avait donnée à l'occasion de rencontres que nous avions eues avec lui. J'aimerais bien un peu avoir votre point de vue et comment on peut argumenter là-dessus. Le débat reste encore très ouvert, c'est-à-dire par rapport au problème du racisme. On nous avait dit scientifiquement, il y a déjà quelques dizaines d'années, c'est avéré, il n'y a pas de race, et où on en est aujourd'hui. Ça nous dépasse peut-être, mais enfin, c'est inquiétant à l'heure actuelle. Tu veux répondre? Merci beaucoup, madame. Je pense que vous avez tout à fait... Bon, j'ai moi-même souligné un petit peu cette dimension qui est très, très perceptible. Alors, vous parliez de 70 ans. Je ne sais pas pourquoi vous parliez de 70 ans. La notion de race est une notion assez ancienne et qui a habité pendant très longtemps l'anthropologie, en particulier à l'époque coloniale. Et cette notion a ensuite été donc transportée dans le champ de la paléanthropologie et en particulier dans ce qu'on a appelé l'évolutionnisme culturel et l'évolutionnisme tout court, dans la volonté de montrer au fond que les hommes préhistoriques ressemblent à la fois dans leur aspect et dans leur culture aux primitifs d'aujourd'hui. Et il y avait là une histoire qu'on essayait de dérouler en montrant, enfin en essayant de plaquer cette caractéristique préhistorique comme une sorte de dénigrement à ces peuples aujourd'hui qui donc étaient classés comme primitifs. Alors évidemment, cet évolutionnisme culturel, il est mort. Il est mort en particulier lorsque des gens comme Lévi-Strauss ou comme Franz Boas ont montré qu'il y avait une diversité culturelle qui ne pouvait pas se réduire à la notion d'une évolution, que les cultures, toutes les cultures du monde avaient leur complexité et qu'il y avait même des cultures qu'on dit primitives, dont par exemple les systèmes de parenté sont extrêmement complexes
et difficile même pour le scientifique à percevoir. Et d'un autre côté, je pense qu'il y a aussi une approche de la préhistoire, et je crois que ce que nous a montré, Nicolas le prouve, qui n'est plus une approche de la primitivité. C'est-à-dire que les hommes fossiles, on s'aperçoit qu'ils avaient, en tout cas les Homo sapiens, qu'ils avaient des cultures extrêmement sophistiquées, qu'ils avaient des formes artistiques qu'aucun artiste d'aujourd'hui ne dénigrerait comme étant inférieures ou primitives, qu'ils avaient très probablement, tu as dit que tu ne voulais pas parler des formes sociales, mais qu'ils avaient très probablement des formes sociales, des formes de parenté déjà très élaborées, très structurées, et que donc ce racisme ne peut pas non plus s'adresser aux hommes de la préhistoire. Alors maintenant, sur la question de savoir comment aujourd'hui on peut combattre le racisme, on sait toujours que la science a son mot à dire, mais qu'elle ne peut pas tout dans ce domaine. Il me semble, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir ces études génétiques qui ont été menées sur l'origine commune de la diversité humaine actuelle. Vous savez qu'on a essayé de retrouver, en étudiant l'ADN mitochondrial de toutes les populations humaines actuelles, leur origine commune. Et les généticiens qui ont fait ces expériences, c'était dans les années 80, ont défini une ancienneté commune de 200 000 ans, ce qui est très peu. Au regard de cette très 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 longue évolution humaine, et ce qui va donc contre l'idée d'une origine des races déjà séparée depuis très très longtemps, qui a été défendue pendant longtemps par l'anthropologie physique et l'anthropologie préhistorique. Et donc que la diversité humaine actuelle soit une diversité récente, marque le fait qu'il n'y a pas lieu de considérer que certains représentants de cette humanité sont plus anciens, plus primitifs, sont à placer sur une échelle de valeurs qui les poserait dans une position inférieure. Je pense que c'est un peu là la contribution de la paléoanthropologie. Après, je pense que notre contribution à nous, elle est... Enfin, pour moi, les scientifiques, ils n'ont pas plus de poids social que tout à chacun dans cette salle. C'est-à-dire que nous, on doit continuer, nous, on doit faire notre boulot, faire de la science dans des revues scientifiques et ensuite s'adresser aux gens sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on ne sait pas aussi. Et qu'après, bon, sur des questions aussi compliquées socialement que celles que vous posez, on est tous acteurs au même titre. Par contre, nous, on a une responsabilité. On le voit dans les courants créationnistes, par exemple aux États-Unis, qui sont extrêmement puissants, encore plus depuis récemment. Et je pense que là, la responsabilité des scientifiques, je veux dire, on n'enlèvera jamais, on pourra jamais enlever aux gens de croire, que l'univers a été créé il y a 6000 ans. Je veux dire, c'est comme disait Hubert Reeves là il a fait une conférence il y a pas longtemps et il a dit mais s'il y a des gens qui croient encore ça, il appelait ça c'est le PFH. Le PFH pour Hubert Reeves, c'est le putain de facteur humain. Hubert Reeves, bon, je me permets de dire ce mot parce que moi on m'aurait dit ah là t'es Sandier, il est vulgaire. Mais je me permets de le dire parce que je répète Hubert Reeves, donc quand même répéter Hubert Reeves c'est noble. Bon bah voilà, donc ça on peut pas l'enlever, ça existe, il y a des gens qui croient ce genre de choses, mais ce qu'on peut enlever nous, et je trouve que là je reviens sur ma dernière slide et sur la façon dont on représente le passé, les sociétés du passé, je trouve que là les scientifiques qui ont été conseillers scientifiques de la façon dont on dépeint ces préhistoriques, c'est quasi biblique quoi. Je veux dire c'est des références bibliques en permanence, c'est donner une vision aux gens de ces sociétés du passé qui entretient un ordre, j'appellerais ça un ordre symbolique de la façon qu'on a de se représenter ce passé et qui est celui qui sert derrière, ça peut être les mêmes vecteurs qu'aujourd'hui des représentations qui font ancrer, qui vont faire que celui qui a la couleur de peau plus foncée, il est plus archaïque, etc. À la limite, on pourrait rétorquer que nous, Eurasiatiques, aujourd'hui, c'est nous qui avons le plus de traces de ces Néandertaliens et que les Africains en ont pas. Donc on peut... Bon, ça serait une plaisanterie que ça serait retombé dans les mêmes travers que
que ceux qui veulent développer ce genre de théorie. Mais je crois que voilà, on a des erreurs à pas commettre. Donc on est tous citoyens au même sens, scientifiques ou pas. Mais par contre, nous, on a une responsabilité sur ce qu'on va transmettre et ce qu'on va donner, qui ensuite peut être diffusé à 4 millions de personnes si on choisit de le diffuser à grand coût télévisuel. Et là, par contre, à ce moment-là, on a une responsabilité qui est forte. Parce que derrière, ça ancre des représentations d'anthropologie. C'est ce que Victor Skodowski avait fait un super bouquin, hein, Anthropologie naïve, anthropologie savante, qui explique comment des poncifs viennent à être érigés et à être partagés par tout le monde. Ça ne repose sur rien. C'est de l'anthropologie naïve, mais tout le monde y croit, entre guillemets, quoi. Et là, ça, les scientifiques, ils ont une responsabilité là-dessus, ouais, je pense. Oui, j'ai été surpris par l'expression la bipédie, le propre de l'homme, parce que j'avais l'impression que les poules étaient bipèdes, que les autruches étaient des bipèdes. Donc je pense qu'il faudrait être un petit peu plus précis là-dessus. Bon, c'est un petit peu une blague. Et par contre, je confirme les propos de Claudine Cohen sur le préjugé l'homme loin, dehors, à la chasse et la femme à la maison. J'ai un ami qui est resté 23 années au sein d'une population en Amazonie, c'est les Yanomami. Et là, il a fait des mesures et il s'est aperçu que les femmes vont beaucoup plus souvent en forêt que les hommes. Elles n'y font pas exactement la même chose, mais les femmes sont vraiment des grandes spécialistes de la forêt. Elles y vont très très souvent. Et enfin, je voulais savoir s'il ne serait pas intéressant de croiser les données de la génétique avec des données de linguistique ou de paléolinguistique. Par exemple, pour essayer de comprendre lorsqu'il y a eu sortie d'Afrique, la longue pérégrination qui a fait un immense arc de cercle pour se terminer au sud de l'Australie, donc en Tasmanie. Et j'ai l'impression que tout le long de cette longue pérégrination, il est resté jusqu'à aujourd'hui des populations à phénotype plutôt peau foncée. Je pense les Védas, les Négritos, les Australiens, les Tasmaniens. Et puis le mystère des îles Andaman, où il y a des populations à peau plutôt foncée et qui semblent être la mémoire ou la trace de cette première longue migration. Donc est-ce qu'on a des compétences? Est-ce qu'il y a eu des travaux? Parce que je sais qu'au niveau linguistique, on sait énormément de choses sur la colonisation de toutes les îles du Pacifique. Mais pour cette première sortie d'Afrique et les traces linguistiques, j'ai l'impression qu'on manque encore de données. Voilà, je vous remercie. Je peux commencer à répondre. Alors, effectivement, l'histoire des poulets, c'est une vieille histoire. Je crois que dans l'Antiquité, je ne sais plus quel philosophe avait défini l'homme comme animal bipède sans plumes, et un autre philosophe avait amené un poulet plumé pour lui montrer que c'était là la définition de l'homme. Non, je pense que quand on dit la bipédie est un facteur qui caractérise l'humain, c'est parmi les primates, la bipédie permanente. Et je pense que c'est effectivement un point essentiel dans l'histoire de l'humanité, que cette station bipède, qui d'abord transforme, enfin le roi Gourhan a écrit des choses très fortes là-dessus, il a dit l'évolution, on n'aurait jamais pensé que l'évolution avait commencé par les pieds, hein. Et il avait raison, il expliquait que la bipédie rend possible la libération de la main, rend possible la libération de la bouche, et donc le geste, la parole, et puis mécaniquement aussi laisse la possibilité au cerveau en équilibre sur la tête de se remodeler en ouvrant les espaces frontaux. Et je pense qu'il y a là tout un ensemble mécanique en quelque sorte qui dérive de la bipédie et qui change notre morphologie par rapport à celle des primates. Et puis on pourrait ajouter beaucoup d'autres choses justement en rapport avec la réflexion sur la place des femmes dans l'évolution humaine, l'histoire de la perte des signes visibles de l'œstrus, le fait que la vulve disparaît avec la bipédie sous le corps, et de ce fait la sexualité humaine n'est plus une sexualité épisodique liée à l'œstrus, mais c'est une sexualité permanente qui change beaucoup de choses dans les relations sociales et familiales entre les gens. Et donc, ça, c'est le premier point. Donc, sur la question, évidemment, de la place des femmes dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est une question qui a été très abondamment et très bien étudiée à beaucoup d'égards, déjà depuis les années 1960, par les travaux chez les Bushmen d'Afrique, et qui ont effectivement éclairé beaucoup
la représentation du travail des femmes dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, sans pour autant dire que les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui sont des hommes préhistoriques, mais on peut simplement utiliser le mode de production qui est le leur comme une sorte de modèle, évidemment avec des différences, mais enfin, dans l'économie des rapports des sexes, et ça apporte beaucoup de choses justement sur la division du travail et sa distribution, ce qui n'empêche pas non plus que les femmes peuvent être aussi dévalorisées, même si elles sont actives dans ces sociétés. Il y a d'autres modes de dévalorisation symboliques et autres qui peuvent intervenir par-dessus, si vous voulez. Alors, en ce qui concerne les rapports entre génétique et linguistique, évidemment, c'est un pan énorme de la recherche aujourd'hui. Et puisque vous en parlez, vous avez certainement entendu parler des travaux qui se développent autour, qui se sont développés autour de Cavalli Sforza, qui est un généticien des populations, qui s'est attaché des linguistes, justement, en espérant pouvoir établir un parallèle entre cette évolution donc des populations humaines et leurs itinéraires et l'histoire des langues. Alors, bon, c'est un énorme domaine de recherche qui a donné lieu à des choses vulgarisées qui ont été pas mal critiquées. Par exemple, les travaux de Merit Roulen, qui, lui, va chercher, à travers l'immense diversité des langues, une origine commune qu'il essaye même de forger. À travers les invariants de toutes les langues, il essaye de montrer quelle était la langue des origines. Bon, c'est une tentative qui a été pas mal critiquée et un peu naïve, dans cette volonté de faire une phylogénie qui remonte à 7 millions d'années ou 2 millions d'années pour retrouver l'origine des langues. En tout cas, c'est un domaine, je ne connais pas le domaine précis dont vous parlez, mais il y a certainement des travaux autour des itinéraires des populations humaines qui touchent aussi à cette circulation et à ce devenir des langues. Je ne sais pas si tu as des choses à dire. Oui, peut-être pour finir, alors peut-être sur... non, la génétique, en plus, elle pourra nous, je pense, au niveau social, elle nous apprendra sûrement beaucoup, hein, comme on arrive maintenant au niveau du néolithique à apprendre que les apparentements, dans un cimetière maintenant, la génétique peut nous dire, pas encore nous livrer tous les rapports de parenté, mais déjà un certain nombre. Et je pense que la question qui était derrière mes cailloux qui se promènent à 300 ou 400 km au début du Paléolithique supérieur, elle est là. C'est-à-dire qu'elle est dans des réseaux, dans la façon dont les gens font société, et derrière, c'est les règles, je pense que les règles exogamiques, les règles de croisement, de parenté entre les gens sont effectivement un levier fort de connaissances pour ensuite comprendre pourquoi à un moment un système va plus ou moins prendre de la place, se développer, etc. Donc je pense que la paléosociologie a de l'avenir. On a déjà pas mal d'éléments, je pense, nous, préhistoriens, sur la base de la culture matérielle, on arrive déjà à dire des choses en termes d'hypothèses. Et si la génétique vient à notre rencontre et qu'on arrive à faire fructifier et à avoir un dialogue entre ces deux courants scientifiques, ça sera prodigieux. Le dialogue, il commence, c'est pas toujours facile, mais on devrait y arriver. Une dernière question ? Dans Nature, au début du mois de mars, là, ils ont publié un article comme quoi on avait découvert deux crânes de Denisovien. Et c'est un peu compliqué, Nature. Vous pouvez expliquer ça, enfin, alors, vulgariser un peu. L'expliquer, je pourrais pas vous l'expliquer. C'est vrai que ça sort un peu, ça passe un peu partout. C'est simplement que si j'ai bien regardé, j'ai pas regardé la chose en détail, hein, mais c'est qu'effectivement ces crânes seraient à un endroit et dans un temps et avec une variabilité anatomique qui fait que ça. Beaucoup pensaient, Hublin l'avait déjà dit, que de toute façon les Denisoviens, fallait les chercher dans ce grand no man's land de fossiles qui couvre la Mongolie, les pays d'Asie centrale, la Sibérie, la Chine, voilà. Là-dedans, on connaît des choses, mais par rapport à ce qu'on connaît en Europe, dans notre petite bout de cul-de-sac de l'Europe de l'Ouest, c'est 3 fois rien. Donc ces crânes-là, ils arrivent dans un moment où effectivement, on sait qu'il y a des Denisoviens, mais on ne sait pas à quoi ils ressemblent, parce que pour l'instant, les Denisoviens, c'est des gènes sortis d'un bout de phalange, et que ceux-là, ils arrivent dans un tempo chronologique, dans une chronologie, dans un endroit, et avec des caractères anatomiques qui font dire que ça pourrait bien être eux les Denisoviens. Pour l'instant, tant qu'ils n'auront pas sorti le génome de ces os, on ne pourra rien dire de plus que poser l'hypothèse. Il y a du génome dans les têtes ? Ça, on ne sait pas encore. On peut, oui.
Il faut voir si on peut l'extraire. Ah non, il y a ça, j'en du sais rien. génome Ça, partout. j'en sais rien. Il y a Pour du l'instant, ils l'ont génome pas partout. fait Le problème, c'est celui de l'extraction et celui de la qualité de cet ADN. Parce que Pas d'information. moi, je suis tout à fait fascinée. Peut-être qu'on va terminer là-dessus. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais je suis tout à fait fascinée par cette affaire de Denisova. En tant que je m'intéresse à l'épistémologie, l'histoire des sciences, c'est la première fois que pratiquement on définit, alors on ne sait pas si c'est une espèce, c'est peut-être pas une espèce, mais on définit quelque chose d'humain presque pratiquement par la génétique. Hein, il y avait quoi? Il y a peut-être des crânes aujourd'hui, on ne sait pas trop, mais il y avait un tout petit bout de phalange qui correspond à cette extrémité du petit doigt. Et à partir de là, on a fait un arbre qui vous expliquait la parenté des Néandertaliens, des Sapiens, et même de certaines populations actuelles, les Mélanésiens. Et on fait des arbres absolument extraordinaires et des itinéraires. Et donc, c'est de vous dire la force de la biologie moléculaire aujourd'hui, qui est un nouvel espace de recherche, dans lequel il y a des choses absolument fascinantes, mais dans lequel aussi, à mon avis, il y a des choses à critiquer et à repenser, et aussi de la prudence à conseiller. Voilà. Merci beaucoup. Il me reste à vous remercier.